Elle s'appelait Élise. Enfin, c'est ce que disait sa carte d'identité. Ce jour-là, elle s'était rendue à la mairie pour renouveler un document banal, d'apparence calme, discrète, presque invisible. Rien n'attirait particulièrement l'attention, jusqu'à ce qu'une employée, en vérifiant ses données, remarque quelque chose de curieux. Une date qui ne correspondait pas à un ancien fichier. Un code postal, inexistant à l'époque du document. Une incohérence infime, mais suffisante pour éveiller la méfiance. La procédure habituelle aurait été de lui demander de revenir plus tard. Mais cette fois, le doute s'installe. Un simple appel de routine à une base de données interrégionale déclenche une série de coïncidences étranges. Élise ne semble pas exister avant une certaine année. Aucun bulletin scolaire, aucune inscription médicale, aucune adresse antérieure, comme si sa vie avait commencé à 35 ans. Comment une femme adulte peut-elle émerger dans le système administratif sans trace de son passé? Pourquoi son dossier contient-il des éléments contradictoires dans 3 bases de données différentes? Ce qui semblait une anomalie isolée devient rapidement une énigme plus profonde. Une enquête discrète est ouverte, et très vite les enquêteurs découvrent que ce nom n'est pas le seul qu'elle a porté. Ce que vous allez entendre n'est pas une fiction. C'est une histoire vraie, une histoire où une seule femme a vécu 3 vitas, et ce que l'on découvrira à la fin pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'identité. Si ce genre de mystère vous intrigue, pensez à vous abonner dès maintenant et à liker cette vidéo. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. La première identité officiellement enregistrée est celle d'Élise Martin. Elle apparaît dans le système à partir de 2007, dans une petite ville du sud de la France. À première vue, tout semble en ordre. Contrat de location, numéro de sécurité sociale, emploi déclaré dans une librairie locale. Une vie modeste, discrète. Mais ce qui intrigue les enquêteurs, c'est qu'avant cette date, rien. Pas de certificat de naissance, pas de scolarité, pas de dossier de santé. Élise Martin semble avoir surgi de nulle part, à l'âge adulte. Aucun témoin de son passé, aucun proche, aucun dossier papier antérieur. Même son numéro d'identification est lié à une procédure rare de régularisation, justifiée par une perte accidentelle de documents. Lorsque les enquêteurs interrogent ses anciens employeurs, tous la décrivent comme polie, cultivée, mais profondément réservée. Elle parlait peu de sa vie d'avant, dit l'un d'eux. Elle évitait les questions personnelles. Pour beaucoup, cela n'avait jamais été étrange. Certains la pensaient simplement marquée par un passé difficile. Mais pour les autorités, cette absence totale de racines n'est plus simplement une bizarrerie. Elle est une alerte, car dans le fichier national, une autre femme très semblable physiquement a été identifiée dans une région différente, sous un nom différent. Une correspondance faciale est alors lancée et le résultat tombe. Élise Martin existe ailleurs, mais elle s'appelle Claire Dupuis. Claire Dupuis, une femme enregistrée à Bordeaux entre 1999 et 2006. Même taille, même allure, même regard fuyant. Les photos des 2 identités sont comparées à plusieurs années d'intervalle. Et malgré quelques différences de coiffure et de style, les experts en biométrie confirment – c'est la même personne. Claire avait travaillé dans une maison de retraite comme assistante administrative. Elle s'était installée dans un studio modeste, avait payé ses impôts et n'avait jamais fait de vagues. Une citoyenne ordinaire. À l'époque, personne ne s'était douté de quoi que ce soit. Mais là aussi, les archives sont incomplètes. Claire apparaît pour la première fois dans le système avec un bail signé en 1999. Avant cela, rien. Aucun passage par l'école, aucune affiliation médicale, aucun lien familial. Et une fois de plus, elle avait justifié cette absence par une histoire floue. Un déménagement depuis l'étranger, une vie nomade avec des parents décédés jeunes. Une explication vague, mais suffisante pour ne pas éveiller de soupçons à l'époque. Les enquêteurs commencent alors à comprendre que ce qu'ils pensaient être un cas isolé pourrait cacher une stratégie. 2 identités officielles, 2 vies parallèles, toutes 2 créées avec une précision troublante. Mais la découverte la plus étrange restait à venir, car une 3e identité, bien plus ancienne, allait tout remettre en question.
Dis, et si cette femme ne se cachait pas seulement du monde, mais aussi de son propre passé? La troisième identité est retrouvée presque par hasard. Une archiviste, intriguée par l'affaire, fouille une base de données oubliée contenant d'anciens dossiers administratifs numérisés. Elle y découvre une fiche de recensement de 1992 à Limoges, au nom de Sophie Lemoine. Sur la photo, le même visage, plus jeune. Les traits sont les mêmes, le regard aussi. Le signalement correspond, et même si la qualité de l'image est faible, les outils modernes d'analyse confirment. Sophie, Claire et Élise sont une seule et même personne. Mais cette fois, le contexte est différent. Sophie était mariée. Un homme du nom de Jérôme Lemoine apparaît comme son conjoint, mais il n'existe aucune trace de lait dans les bases actuelles. Pas de décès, pas de divorce, pas de changement de résidence. Rien. C'est comme s'il s'était évaporé. Plus troublant encore, le dossier de Sophie s'interrompt brusquement en 1994. Plus de traces, plus de mouvements bancaires, plus de travail déclaré. Elle disparaît des radars pendant 5 ans pour réapparaître sous une autre identité. Les enquêteurs commencent à se demander si cet effacement n'est pas volontaire, si ces changements de nom ne sont pas des actes de survie, ou peut-être de dissimulation. Mais dissimulation de quoi? D'un danger, d'un acte, d'un événement que personne ne doit jamais découvrir. Car ce silence entre 1994 et 1999 devient soudain terriblement lourd. Avec 3 identités et 3 périodes de vie distinctes, les enquêteurs tentent de reconstituer une chronologie cohérente. Ils créent un tableau reliant dates, lieux, documents et témoins. Rapidement, des chevauchements apparaissent. Certaines périodes sont floues, d'autres se superposent. À plusieurs reprises, 2 identités semblent avoir été actives, presque en parallèle. Comment une seule personne pouvait-elle gérer des vies séparées sans se trahir? Comment avait-elle ouvert des comptes, signé des contrats, obtenu des papiers sans jamais être démasquée? Les services d'état civil et les autorités fiscales sont contactés. D'anciens dossiers sont réexaminés. Et puis, les premières failles apparaissent, de petites erreurs. Un changement d'écriture entre 2 signatures. Une date différente d'anniversaire sur un document. Des incohérences minuscules, mais visibles pour ceux qui savent où chercher. En interrogeant d'anciens voisins de Claire, certains mentionnent qu'elle disparaissait parfois plusieurs semaines sans prévenir. À Limoges, une voisine de Sophie se souvient qu'un jour, elle était revenue avec un accent légèrement différent. Des détails qui n'avaient jamais semblé importants, jusqu'à aujourd'hui. La conclusion commence à se dessiner. Rien n'était laissé au hasard. Cette femme avait bâti, couche après couche, une existence protégée. Pas par erreur, mais par choix. Mais alors, se demandent les enquêteurs, qu'est-ce qu'elle fuyait avec tant d'acharnement? Une piste inattendue émerge lorsqu'un enquêteur curieux s'intéresse à une vieille boîte retrouvée dans les effets personnels d'Élise. À l'intérieur, un carnet abîmé, couvert d'une écriture fine, serré, sans nom ni adresse. Un journal intime peut-être, ou une série de pensées, de fragments d'une mémoire difficile à déchiffrer. Les premières pages sont banales, liste de courses, notes de lecture, réflexions anodines. Mais entre ces lignes, des allusions apparaissent. Une mention récurrente à la vie d'avant, à l'erreur irréversible, à l'identité volée ou oubliée. Le ton devient plus opaque. Certaines phrases sont raturées, d'autres traduites en anglais ou en espagnol. Les enquêteurs font appel à une psychologue spécialisée en profil de dissimulation. Elle note que l'écriture change plusieurs fois, que certains paragraphes semblent écrits comme si la personne s'adressait à quelqu'un ou à elle-même. Il ne s'agit pas de confession, mais de camouflage émotionnel. Ce carnet ne révèle pas une vérité objective, mais laisse entrevoir une douleur enfouie, un passé qu'on préfère ne pas nommer. Loin d'éclaircir l'affaire, il l'assombrit. Car désormais, il ne s'agit plus seulement d'usurpation. Il y a la possibilité d'un traumatisme ancien, jamais exprimé, peut-être un événement qui a brisé un lien avec l'identité d'origine. Et si cette femme n'était pas en fuite de la justice, mais d'elle-même, les autorités décident de confronter Élise.
Face aux preuves accumulées, aux identités superposées, aux dates contradictoires, ils s'attendent à une réaction, une explication, une justification, une faille dans le masque. Mais elle ne dit rien, aucun mot, aucun refus non plus. Seulement ce silence calme, déroutant, presque désarmant. Elle regarde les enquêteurs, écoute, hoche parfois la tête, mais ne parle pas. Son avocat, contacté tardivement, invoque le droit au silence. Et elle s'y tient. Aucun aveu, aucun déni. Rien à quoi se raccrocher. Face à ce mutisme, les enquêteurs se tournent vers d'anciens contacts. Ils cherchent des proches, des collègues, des voisins. Mais partout, la même constante, cette femme n'a laissé aucune attache durable. Des relations courtes, polies, jamais profondes. Une ancienne collègue de la maison de retraite se souvient d'une phrase « Je suis mieux seule, je ne dérange personne comme ça ». Une autre se rappelle qu'Élise rangeait tous ses effets dans une seule valise, prête à partir à tout moment. Tout dans sa vie semble construit pour ne pas laisser de traces, pour ne pas être retenu. Alors les enquêteurs changent de question. Et s'ils ne devaient plus chercher ce qu'elle cache, mais pourquoi elle s'est effacée si parfaitement du monde? C'est en recoupant les fichiers de l'état civil que l'équipe découvre un possible lien familial. Un acte de naissance ancien, au nom de Sophie Lemoine, mentionne une mère domiciliée à Lyon. Cette femme, aujourd'hui âgée, vit dans une maison de repos. Les enquêteurs s'y rendent. Lorsqu'on lui montre une photo récente d'Élise, elle reste un long moment silencieuse. Puis murmure « Elle lui ressemble. Mais ce n'est pas ma fille. » Elle raconte alors qu'elle a eu une fille. Oui, mais qu'elles ont perdu tout contact à la fin des années 80. Elle est partie sans prévenir. Un matin, elle avait disparu. Elle dit avoir tenté de la retrouver, sans succès. À l'époque, les services sociaux lui avaient parlé de disparition volontaire. Mais ce témoignage soulève plus de doutes qu'il n'en résout. Est-ce un déni, un oubli ou une stratégie de protection? La ressemblance est indéniable. Mais l'absence de reconnaissance rend toute conclusion incertaine. Les experts en psychologie familiale sont partagés. Certains évoquent un possible rejet affectif, d'autres un traumatisme partagé que ni l'une ni l'autre n'a voulu affronter. Ce que l'on comprend, en revanche, c'est que la coupure n'est pas récente. Elle remonte à des décennies. Une chose devient certaine, Élise, ou Sophie, ou Claire, a choisi d'exister sans lien. Mais cette absence de racines, était-elle une protection ou une condamnation? Dans un compartiment caché de sa valise, les enquêteurs découvrent un objet discret, une vieille broche en métal, gravée d'un prénom qui n'apparaît dans aucun de ses dossiers. Un prénom simple, d'origine étrangère, accompagné d'une photo ancienne, floue, représentant une jeune femme tenant un enfant dans ses bras devant ce qui semble être une maison de campagne. L'image est endommagée, mais un détail attire l'attention. Un numéro de maison à moitié visible. Après des recherches minutieuses, le lieu est identifié, un village isolé à la frontière franco-suisse. Lorsqu'ils interrogent les habitants les plus anciens, une femme se souvient « Oui, elle est venue ici, il y a longtemps. Elle ne parlait presque pas, mais elle avait l'air triste. Là-bas, les enquêteurs retrouvent le témoignage d'un voisin, aujourd'hui âgé, qui affirme avoir aidé une femme à disparaître à la demande d'un prêtre local. Un événement discret, jamais signalé, jamais enregistré. L'homme pense qu'elle fuyait quelque chose, ou quelqu'un. Ce morceau d'histoire ne fournit pas de certitude. Mais il offre un contexte, une possible origine étrangère, une fuite ancienne, un réseau silencieux de protection. La broche, la photo, le village, tout indique qu'avant même Sophie, il y avait encore une autre histoire, un passé plus ancien, plus enfoui. Et si cette femme n'avait pas seulement changé d'identité, mais tenté d'effacer plusieurs vies avant celle que l'on connaît? Aujourd'hui, elle est toujours là. Élise, si c'est encore ainsi qu'il faut l'appeler, vit dans un centre d'accueil sécurisé. Aucun chef d'accusation n'a été officiellement retenu contre elle. Légalement, l'usurpation d'identité reste difficile à prouver sans intention frauduleuse avérée. Elle continue de garder le silence. Pas un mot sur ses origines, pas une justification, pas même une réaction aux découvertes. Le mystère reste entier.
Les enquêteurs ont clos le dossier actif, faute de preuves ou de plaintes formelles. Mais ils n'ont pas fermé le tiroir mental où son visage reste gravé. Les journalistes qui ont tenté de l'approcher ont tous reçu le même regard, distant, calme, presque bienveillant, comme si elle les comprenait, mais choisissait de rester dans l'ombre. Ce que nous savons, c'est qu'une femme a réussi, pendant des décennies, à vivre 3 vies, peut-être plus, sans être démasquée. Qu'elle a construit des existences entières, puis les a abandonnées sans laisser de traces. Ce que nous ignorons, c'est pourquoi. Était-ce une fuite, une quête de liberté, ou simplement une réponse personnelle à une douleur trop grande pour être nommée? Parfois, les plus grands mystères ne sont pas ceux que la justice peut résoudre, mais ceux qui vivent dans les silences que personne n'ose briser. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et vous, quelle est votre théorie? Laissez votre commentaire ci-dessous. Peut-être que la vérité sommeille dans l'une de vos hypothèses. Et surtout, ne partez pas sans découvrir les autres mystères que nous avons racontés ici. À très bientôt.